Merci Nathalie. Christophe nous fait l'amitié une nouvelle fois de nous donner sa vision de ce qui est en train de se passer au niveau de la banque assurance au niveau mondial. Christophe, ça fait maintenant près de 30 ans que tu conseilles les dirigeants et tu es responsable de la practice assurance au niveau mondial pour Roland Berger. Première question, est-ce que tu peux nous donner un panorama de ce qui se passe au niveau mondial dans la banque assurance? Est-ce que c'est quelque chose de franco-français ou est-ce que ça existe dans d'autres pays? Bon, déjà, bonjour. Ravi d'être avec vous. J'étais intervenu sur l'assurance paramétrique, mais c'était à distance. C'était il y a quelques temps. Euh, donc, oui. Alors, bon, il y a plein de chiffres là, mais effectivement, enfin, il faut savoir que la banque assurance est surtout il y a une activité, enfin, un canal de distribution très développé en Europe. Bon, il y a quelques exceptions, style le Canada et l'Australie, mais c'est en Europe que la banque assurance est le plus développée. Et là, vous avez en fait donc une planche qui donne en Europe, donc il y a les petits drapeaux en bas, donc les parts de marché des grands canaux de distribution, à gauche en assurance vie, à droite en assurance non-vie. Euh, donc en bleu marine, vous avez donc la banque assurance. Je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais le premier point qui est important, c'est qu'en fait la banque assurance en Europe, c'est quand même principalement donc quelque chose qui existe dans l'Europe du Sud, puisque quand vous regarderez les drapeaux, vous verrez, enfin sauf exception, qu'on est plutôt France, Espagne, Italie, Portugal, Turquie. On a mis la Turquie dans l'Europe. Donc premièrement, et pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs de réglementation. Il y a certains pays où, donc par exemple au Royaume-Uni, on est effectivement très contraint quand on est une banque pour vendre de l'assurance. Il y a la consolidation, par exemple en Allemagne. La banque en Allemagne est très peu consolidée, contrairement à la France. La France, la banque est quand même très concentrée, hein, puisqu'il y a, en gros, on va dire, il y a 7 acteurs qui font 95% du marché de la banque de détail en France. Donc c'est très concentré. Bon, après, il y a 3 grands acteurs ou 4 si je divise par 2 le Crédit Mutuel. Mais bon, donc c'est très concentré. En Allemagne, c'est pas du tout le cas de ce fait. Enfin, il y a un rapport entre le fait que effectivement les banques sont puissantes et le fait qu'ils sont puissants, ces banques sont puissantes en assurance. Deuxième commentaire, c'est que vous voyez que c'est beaucoup plus présent en assurance vie qu'en assurance non vie, hein. C'est-à-dire que le bleu marine est beaucoup plus important sur la gauche que sur la droite, pour simplifier. Et puis le dernier point, c'est que la France n'est pas en fait le premier pays en termes d'importance relative de la banque assurance en assurance vie. Par contre, c'est le cas en assurance non vie. Là, d'ailleurs, le chiffre donc 2023, c'est 21%. La part de marché des banques en retail, enfin en clientèle de particuliers en non-vie, en France, c'est 21%. C'est à peu près 17% en auto et c'est 27% en habitation. Donc 27% en habitation, ça commence à compter. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, la banque assurance a été un des premiers disrupteurs du marché de l'assurance et de la distribution d'assurance, et que les Français se sont particulièrement illustrés dans l'exercice. Comment est-ce que ça s'exporte, ce modèle français? Alors, déjà, effectivement, alors, moi, en 1990, j'ai fait ma première mission d'assurance. À l'époque, ceux qui progressaient beaucoup, c'est ce qu'on appelait les mutuelles sans intermédiaire. Donc, je me rappelle, je ne donnerai pas le nom du client, qui était un client leader, en fait, le leader, qui disait, mais qu'est-ce que je vais faire par rapport aux mutuelles sans intermédiaire? Aujourd'hui, les assureurs disent, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport aux banques assureurs? Donc, c'est simplement pour vous situer que le débat a un petit peu changé. Là, bon, on n'a pas mis les chiffres 2023, mais en fait, ce qui se passe en France, et puis je passerai à l'international rapidement, mais c'est que clairement, il y a deux types d'acteurs qui se développent. Alors ici, on a plutôt pris l'assurance non-vie parce qu'il se passe plus de choses, et en particulier, on a pris l'assurance auto. Mais il y a clairement les banques assureurs qui se développent, et c'est pas fini, hein. Donc, c'est-à-dire que le 17% et le 27%, d'ailleurs, il y a des banques qui sont représentées ici qui équipent 40-45% de leurs clients en assurance dommage, auto, habitation ou santé, ou plusieurs d'entre eux, mais il y a un enjeu de cross-selling. Et puis il y a tout ce qui est ce qu'on appelle, on a courtier de proximité, plateforme, vente en ligne, qui est en fait le plus développé donc en France en assurance auto, beaucoup plus par exemple qu'en assurance santé, donc qui sont des acteurs qui se développent avec différents formats, qui sont quand même beaucoup sur des clients sensibles au prix, hein. Donc il faut avoir ça en tête. Donc c'est pas forcément des clients qui intéressent tous les assureurs, mais en tout cas c'est les deux grandes. Et donc c'est une vraie disruption, le fait que la banque qui en gros
Bon, certes, Crédit Mutuel, ils ont commencé à la fin des années 1960. Bon, Pacifica, c'est début des années 90. Mais ça a vraiment commencé à se voir il y a 20 ans, quoi. Donc, c'est là où, effectivement, ça a commencé à devenir. Et là, c'est quelque chose qui est en cours. On n'est pas à la fin de cette courbe en S, parce que vous savez que les évolutions, c'est des courbes en S. Là, ça continue de se développer parce qu'il y a des banques assureurs qui ont pris un petit peu de retard par rapport à d'autres. Donc, ça continue de se développer. Donc, c'est une vraie disruption. Et qu'est-ce qui explique ça, alors, selon toi? Juste un point avant ça, c'est qu'au niveau international, parce que tu me posais la question, les grands acteurs, d'ailleurs, de la banque assurance qui sont représentés ici, ils sont aussi internationaux. Enfin, donc, Cardiff, Société Générale et Crédit Agricole, pour prendre donc, des acteurs représentés ici, c'est des acteurs des banques assureurs qui donc, sont donc internationaux, quelquefois mondiaux, et qui continuent de se développer. Alors, ce qui est vrai que c'est plutôt en assurance vie et en assurance des emprunteurs ou credit insurance qu'en assurance non-vie, même s'il y a un peu d'assurance non-vie, mais c'est quand même principalement l'assurance vie et l'assurance prévoyance. Voilà, pardon. Et donc, en effet, j'habite à Milan, il y a de plus en plus de Français qui arrivent avec le Crédit Agricole, BNP et autres. Ouais. Oui, donc tu me posé la question sur pourquoi, en fait. Alors, en fait, c'est pas la technologie, puisque la question c'est est-ce que donc la technologie permet aux banques assureurs de se développer? La réponse est oui, mais pas que les banques assureurs. Par contre, pourquoi les banques assureurs se développent? Il y a 3 raisons. La première, c'est que ils sont maintenant tous intégrés, donc ils ont tous leur société d'assurance à eux, alors bon, quelquefois en partenariat, mais ça crée des grosses différences. Hein. Ça, nous, en fait, dans les années 2000-2005, on mettait en exergue les taux de pénétration entre les assureurs intégrés et les assureurs non intégrés. Les assureurs intégrés avaient le double de pénétration des assureurs non intégrés. Donc aujourd'hui, on va dire tous les banques assureurs ont leur assureur, mais ça, c'est un premier facteur. Donc le deuxième facteur très important, c'est aussi la problématique de la distribution. Il y a des banques qui sont en avance clairement sur d'autres banques sur le fait d'avoir une approche client 360. Et donc de dire je suis particulier, je suis professionnel avec des segmentations, etc. Quels sont les produits effectivement qui sont pertinents pour ce client? La formation des conseillers dans les banques, très important. Il y a des banques très très organisées sur le sujet. Donc il y a effectivement, on réussit en banque assurance si on réussit déjà en distribution de détails dans la banque. Et le troisième facteur, c'est comme l'efficacité opérationnelle. Je pense que les grandes banques ont compris assez rapidement, pour leur activité d'assurance, qu'il fallait gérer soi-même les sinistres. Et là, cette efficacité en gestion de sinistres, parce qu'il y a un grand enjeu pour les banques, c'est bien évidemment quand ils font de l'assurance de ne pas perdre leurs clients en banque. Donc la qualité de service est importante pour tout le monde, mais particulièrement pour les banques. Et là, ça a été aussi un facteur, cette efficacité opérationnelle en gestion de sinistre, voire en équipement client, mais je vais dire plus en gestion de sinistre, parce qu'en équipement client, il y a encore pas mal de progrès à faire. C'est ça les 3 raisons. Et justement, comment est-ce que tu vois la progression de la distribution dans les années à venir? Alors, donc là, ce qui est important, en fait, c'est que le monde est en train de changer sur la génération de leads. C'est-à-dire qu'en fait, je parle bien d'assurance de retail, hein, je ne parle pas d'assurance entreprise, mais dans l'assurance de retail, ce qui est important, c'est que de plus en plus, en fait, les leads sont digitaux. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, on ne va plus dans une agence, mais de plus en plus, si je suis client, je vais faire un devis, je vais regarder ce qui est sur le site de mon fournisseur actuel d'assurance, etc., etc. Donc, en moyenne, on est effectivement, on est même plus maintenant à 50%. Bon, il y a des acteurs qui sont plus que ça, mais bon, les acteurs traditionnels sont en moins que ça en termes de génération de leads sur Internet. Par contre, la conversion en France, c'est ce qui est sur la droite. Là, je parle auto-habitation santé. Elle ne se fait pas assez peu sur Internet. C'est très comportemental. Bien sûr, ça augmente, mais de plus en plus, c'est en fait quelque chose qui se passe sur call center, éventuellement en physique, en présentiel, soit en agence, soit d'ailleurs au domicile du client. Et donc la grande tendance, c'est ça. Et donc c'est aussi ça. Le fait que les courtiers digitaux, etc., il y a plusieurs familles, les grossistes, se développent est effectivement lié à cette meilleure capacité à gérer les parcours clients. Mais on voit les banques assureurs et les assureurs, que ce soit des assureurs avec agents généraux ou avec agents salariés, sont loin de l'optimum en matière de conversion des leads digitaux. Et même sur les leads digitaux, on a beaucoup de progrès à faire sur la génération de leads. Voilà, donc le grand enjeu,
pour effectivement, on va dire, les assureurs traditionnels, enfin, que ce soit des banques ou des assureurs, ça va être de renforcer leur capacité sur ce sujet. En fait. Et si on vient au cœur du sujet qui est la tech, qu'est-ce que tu observes dans la tech Alors, la tech, bien sûr, ça change beaucoup de choses. Hein, donc, c'était bien que effectivement des acteurs arrivent. Donc là, on a fait en fait une étude d'ailleurs avec Salim et Choukri qui a fondé Klein Blue, hein, qui est, je crois, ici. Donc, on a fait un travail de segmentation des nouveaux entrants. Alors, c'est pas forcément France, là, c'est plutôt Europe. Et on a mis en exergue 4 grands types d'acteurs de la tech dans l'assurance. Il y a un premier type qu'on a appelé les néo-assureurs qui, en clair, font du B2C, en fait, dans l'assurance de particuliers, bon, qui quand même ont des difficultés. Bon, c'est ce qu'on avait d'ailleurs mis ici, parce que cette étude, elle date de donc 1 an et demi, 2 ans. Et bon, ça s'est confirmé par ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça a commencé aux États-Unis, avec Lemonade, avec Metromile, etc. Ça arrive en France avec Luco et c'est pas terminé. Donc c'est compliqué en fait de se développer effectivement donc en B2C, c'est-à-dire que ça suit un peu une courbe logarithmique. À un certain moment, on atteint un plafond en termes de nombre de sinistres. Et par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en partenariat avec les assureurs ou les banques assureurs. Bon, ça a commencé sur Luco d'ailleurs. Bon, les offreurs de nouveaux usages, bon, ceux-là, ils sont sur des marchés un petit peu émergents, comme le paramétrique, comme le cyber. Donc, c'est un peu tôt pour en parler, mais on a des acteurs qui font pas du B2C, hein, qui sont plutôt, je dirais, des plateformistes, comme ceux qui sont dans la 3e colonne, et qui, en fait, bon, là, c'est pareil, il y a des représentants éminents donc, de cette catégorie. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des acteurs qui sont multinationaux et multibranches pour les plus avancés, et qui, alors là, il y en a beaucoup, hein, bon, ce qu'on appelle aussi MGA, même si j'aime pas trop MGA parce que ça, on met tout et son contraire là-dedans, mais bon, c'est des acteurs qui ont trouvé et notamment pour ceux qui sont multinationaux et multibranches, des potentiels de développement assez forts. Et le dernier point, c'est les techs pour assureurs, c'est les techs dont les clients sont des assureurs, des banques assureurs. Et là, pour nous, il y a un gros potentiel de développement. Je crois qu'il y en a aussi des représentants dans la salle. Et toute la question va être effectivement le make partner buy, hein, donc avec les assureurs et banques assureurs. Et comment est-ce que, puisque c'est le cœur de la question, les banques assureurs leverage utilisent la tech selon toi? Alors les banques assureurs se sont mis à faire de la tech depuis, je dirais que la tech existe. Enfin c'est pas nous, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais je vais donner 2 exemples sur, par exemple, la souscription. Je vais prendre l'Allemagne pour pas prendre d'exemple France, mais en Allemagne, vous avez aussi des sociétés, des banques assureurs représentées dans la salle qui travaillent avec des grands comparateurs. Les Allemands, les comparateurs allemands sont plus puissants que les Français, hein, donc Check24, Interhyp, Hippoport, etc. Donc il y a effectivement, quand on travaille avec ces gens-là, forcément, il faut avoir des parcours clients super digitaux, super efficaces. Donc ça embarque beaucoup de tech. Sur la gestion de sinistres, donc sur un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé récemment, l'habitation, on voit aussi quand même beaucoup de self-care, c'est-à-dire la capacité pour le client de déclarer un sinistre, d'être mis en rapport avec le réparateur en nature, voire avec un expert. Donc ça, il y a des banques qui font ça aujourd'hui. D'ailleurs, je dirais plus que des assureurs, enfin dans le sens classique. Et donc ça, c'est aussi très bien. Par contre, il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'exploitation des données des banques distributrices. Bien évidemment, il y a des contraintes RGPD, il y a des contraintes de management, mais en réalité, c'est un peu la leçon, c'est qu'en fait, la tech aujourd'hui n'est pas vraiment à l'origine du succès de la banque assurance, mais ça peut être un relais de croissance important. Super. Peut-être 2-3 mots de conclusion. Oui, je pense que les 2 sujets, au-delà de ce que je viens de dire, c'est l'omnicanalité. Je pense que les banques assurances ont beaucoup de... même si, bien évidemment, ils ont des sites, ils ont des liens entre banques et assurances, mais il y a quand même beaucoup à faire dans ce domaine. Et 2, c'est comme partout la guerre des talents. Donc, c'est pour ça que le partenariat avec les techs pour assureurs sont absolument majeurs pour faire en sorte de continuer ce qui s'est passé sur Alliance Luco. C'est quand même intéressant d'avoir en tête. Hein. Merci beaucoup, Christophe. Une question ? On a le temps pour une question. Si quelqu'un a une question dans la salle pour Christophe.
Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, ah. Je crois que tous les assureurs et banques assureurs ont bien compris que c'était donc un facteur majeur de compétitivité. Donc, ils s'intéressent tous à ça. Enfin, je pense que nous, notre expérience là-dessus, c'est que tout le monde maintenant a des use cases. Tous les assureurs et banques assureurs, que ce soit les gros, les petits, les mutualistes, les non-mutualistes, ils ont tout ça. Le problème, c'est le passage à l'échelle. Donc, vraiment difficile de trouver des cas qui ont un retour. Et il y a deux sujets comme clés qui sont, un, la data, parce que la data n'est pas toujours propre partout. Et là, il y a un gros travail, mais qui est en fait un travail préliminaire à faire. Et deux, c'est les peurs internes des employés, parce que ça fait un peu peur l'IA. Et donc il faut gérer ces peurs. Ça, c'est les deux chantiers à très court terme, mais tous sont convaincus de l'importance de l'IA. C'est vrai, je pense que là, il n'y a pas vraiment de questions à cet égard. Je confirme. Bon, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Eric.